S'il vous plaît, vous voulez bien vous asseoir. Je déclare la séance du mercredi 28 ouverte. Et j'ai l'honneur de vous présenter Gérard Rey, on dirait, qui a été professeur d'endocrinologie, en particulier diabétologie à Bolivie, qui va vous expliquer en un mot qu'il a quitté sa chefferie de service pour se consacrer maintenant au problème de l'accueil, j'allais dire, en sens très large du terme, à l'assistance publique, et on lui a demandé donc de faire une conférence justement sur la complexité de la relation thérapeutique, à la fois du côté des patients et du côté des praticiens. On est très heureux de l'accueillir et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci beaucoup pour votre invitation à venir parler à l'Académie de chirurgie. Je crois que tous les chirurgiens sont médecins. Tous les médecins ne sont pas chirurgiens, même si certains en rêvent. Et donc, c'est un grand honneur pour moi d'être ici, de vous parler des sujets qui m'intéressent depuis quelques années. Et si vous voulez bien, je vous montrerai le fil directeur de mon propos. Je vais partir de deux sujets d'étonnement. D'abord, les patients, souvent, ne suivent pas les prescriptions de leur médecin, c'est ce qu'on appelle la non-observance. Il y a un deuxième phénomène qui est un peu moins connu, c'est que les médecins, souvent, ne suivent pas les recommandations de bonne pratique. Et c'est ce qu'on appelle l'inertie clinique. Et ce que je vais vous montrer rapidement, c'est que ces deux anomalies, parce que ce sont des anomalies, ont des conséquences graves sur l'efficacité des soins. Et si vous voulez bien, j'aimerais faire une proposition, c'est pourquoi j'ai intitulé cette présentation « Simplicité et complexité en médecine ». Je pense que ces deux anomalies sont en partie la conséquence d'une simplification qui contraste avec la pensée complexe des patients et des médecins. Et ceci doit nous grandir. Nous avons une pensée complexe qui ne peut pas être simplifiée ou réduite. Voilà ici, j'ai illustré ici ces deux anomalies. Vous voyez, au fond, c'est le même mécanisme. Quelqu'un ne suit pas les recommandations de quelqu'un d'autre. Alors, quand on parle de la première anomalie, c'est la non-observance, ce sont les patients qui ne suivent pas nos prescriptions. Et c'est très fréquent. Je suis diabétologue. De nombreuses publications montrent qu'environ un tiers des patients qui ont un diabète de type 2 achètent moins de 80% des médicaments qui ont été prescrits, ce qui définit la non-observance. Et ceci a des conséquences qui sont en fait dramatiques. Plus de diagnostic d'une complication dans les 3 ans, plus de coûts à court terme, plus de visites aux urgences, plus d'hospitalisation. Donc vous imaginez les conséquences en termes économiques de cette anomalie. Ça a aussi des conséquences sur la mortalité. Voilà ici une méta-analyse qui montre que quand vous êtes observant, vous mourrez significativement moins. Et tout ça, c'est au point que ce phénomène de non-observance qui a été identifié en 1979, bien qu'il soit connu et décrit par Hippocrate, eh bien, en 2003, l'OMS a publié une brochure, 200 pages, disant que augmenter l'efficacité des interventions sur l'observance aurait un plus grand impact sur la santé de la population que n'importe quelle amélioration des traitements médicaux. Évidemment, si on invente un traitement magnifique, mais s'il n'est pas pris, il ne sert à rien. Alors ça, c'était la première anomalie, vous voyez, celle qui était ici. Maintenant, la deuxième anomalie, c'est nous, les médecins qui ne suivront pas les recommandations de ceux que nous avons au-dessus de nous, on a toujours quelqu'un au-dessus de soi. Et là, disons que ce sont les autorités de santé, par exemple la haute autorité de santé. Et alors, cette anomalie-là, elle est moins connue. Elle a été identifiée sous le terme d'inertie clinique, clinical inertia, ça c'est le premier article qu'il a cité, disant que les soignants ne commencent pas ou n'intensifient pas le traitement lors de consultations où il faudrait à l'évidence le faire. Et si vous faites sur PubMed une recherche bibliographique, en mettant simplement clinical inertia comme mot-clé, vous voyez qu'entre avril et octobre 2017, quand on avait fait cette diapositive, il y a plus d'une publication par mois qui contient ce mot-clé clinical inertia.
Je vais donner un exemple à nouveau de mon domaine, je suis diabétologue. Vous savez que nous avons des recommandations pour intensifier un traitement en fonction du taux d'hémoglobine glyquée. Eh bien, voici que, un an après avoir constaté un deuxième chiffre d'hémoglobine glyquée qui n'est pas dans la cible, le traitement est intensifié dans moins de 60% des cas. Et à nouveau, ceci a des conséquences. Par exemple, cette publication montre qu'un an de délai dans l'intensification du traitement est associé à une augmentation du risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral ou d'insuffisance cardiaque. Alors, quand je vous dis que ma proposition pour expliquer ces deux anomalies qui nous surprennent, la non-observance de nos patients et notre propre inertie clinique, eh bien, je voudrais vous proposer qu'elles sont en partie la conséquence d'une simplification qui contraste avec la pensée complexe des patients et des médecins. Et ça nous met, je mets ici le doigt sur ce qu'il est convenu d'appeler l'evidence-based medicine. Je voudrais avant toute chose faire une remarque. Il ne s'agit absolument pas pour moi de tenir un discours anti-science qui serait totalement déplacé. C'est grâce à la science que la médecine et la chirurgie ont fait les progrès qui nous réjouissent et qui font que l'espérance de vie a merveilleusement augmenté. Ce n'est pas de cela dont je voudrais parler, c'est d'une certaine interprétation du concept utile d'evidence-based medicine. Et je pense qu'il y a une confusion entre deux aspects de l'EBM, l'evidence-based medicine, que je voudrais vous proposer. D'abord, le premier aspect de l'evidence-based medicine, celui qui est incontestable, c'est que l'evidence-based medicine permet de fabriquer des connaissances sur une base scientifique irréprochable. Et cette base scientifique irréprochable, elle est obtenue grâce au procédé de randomisation. On est sûr que quand on va tester un traitement, on va le tester sur des groupes de patients qui ont été rendus homogènes par la procédure de tirage au sort. Vous savez, c'est l'essai clinique randomisé. Et vous savez très bien que quand vous lisez une nouvelle grande étude, publiée par exemple dans une grande revue, la première chose que vous faites, c'est de vous précipiter sur le tableau 1. Ce tableau 1 qui vous prouve que la randomisation a marché. Vous voyez ici, par exemple, des patients qui vont être séparés en deux groupes de 5000 sujets. Eh bien, vous avez ici, ils ont exactement le même âge. 63,2, 63,1 ans. Ça a l'air splendide, mais en fait, c'est simplement la randomisation sur un très grand nombre de sujets. On est sûr qu'on aura ça. Mais vous voyez qu'au fond, on va créer ainsi des patients moyens. Et je ferai remarquer une chose, c'est que ces patients moyens n'ont pas de visage. Ce sont des êtres anonymes. Mais ils vont nous permettre de raisonner scientifiquement. Et ainsi, quand on voit une figure comme ça, bon, ça c'est un grand essai récent de diabétologie, où on a pu montrer que l'administration d'un médicament à des patients diabétiques qui avaient un risque cardiaque élevé, eh bien, vous voyez que la mortalité est diminuée de 32%. 32%, on peut dire que c'est le triomphe de la science moderne. La science qui, d'une part, a mis au point ce médicament, et deuxièmement, qui arrive à le prouver prouver son efficacité de manière scientifique. C'est magnifique, il faut s'incliner devant cette prouesse. On a produit des connaissances. Là où les choses deviennent plus complexes, c'est que, en fait, dans le procédé dans le processus de l'evidence-based medicine, eh bien, à partir de ces données qui ont été issues à partir de groupes de patients homogènes, eh bien, des experts vont se réunir pour élaborer des recommandations de bonnes pratiques qui vont, si je puis dire, arriver sur le bureau du médecin qui a en face de lui une patiente. Et vous voyez la différence, quand je parlais de simplicité et de complexité, ici, point de visage, ici, cette patiente a un visage. Il faut bien dire que les pères fondateurs de l'evidence-based medicine, notamment Brian Haynes, par exemple, n'ont jamais cessé de dire que la décision médicale devait reposer non seulement sur les faits, c'est-à-dire sur la science, mais aussi sur les souhaits du patient et l'expérience clinique du praticien. Et en effet, les souhaits du patient, maintenant vous avez bien vu qu'on a une différence entre ici des collectivités et ici un individu. Bien entendu, les deux groupes de patients moyens sont identiques, quels que soient les critères, mais cette patiente-là,
Qu'en est-il de données plus subtiles ou plus floues, telles que le type des symptômes, l'évolutivité de la maladie, l'existence et la sévérité de comorbidité, la tolérance au traitement, s'il a déjà été essayé, le profil psychologique du patient, les difficultés d'observance, les souhaits du patient, bref, toutes ces questions qu'un médecin se pose avant de prescrire. Cette patiente-là, elle est obligatoirement différente, obligatoirement. Elle ne peut pas être identique aux deux patients moyens qui ont été créés par le processus de randomisation. Et donc vous voyez bien pourquoi je propose d'intituler cette réflexion « Simplicité et complexité en médecine ». Grâce à la simplicité, on crée des connaissances, mais lorsqu'il s'agit de traiter cette patiente, eh bien, on est dans une situation éminemment complexe. Et je pense, à nouveau, je ne voudrais en aucun cas dire que dénigrer la recherche scientifique, c'est sur elle que la médecine s'appuie pour progresser. Mais on peut se demander si les deux aspects de l'evidence-based medicine, son ambition épistémique qui est de produire des connaissances, de produire des explications, et son ambition pratique qui est de proposer des recommandations, eh bien, s'il n'y a pas une certaine confusion à ce niveau-là. Et effectivement, au fond, quand on regarde des résultats, on regarde des résultats qui portent sur le passé. Quand nous soignons quelqu'un, nous allons essayer de forcer le futur. Et ce qui va arriver est obligatoirement contingent. Vous savez, Claude Bernard, qui avait inventé la science expérimentale, se méfiait des statistiques. Voilà ce qu'il disait. La méthode numérique, la statistique, ne conduit qu'à des conjonctures, à des probabilités et n'apporte rien pour les individus. Or, la médecine doit agir sur les individus. Et vous voyez, je pense qu'il faisait la différence entre connaissances issues de la recherche expérimentale et la pratique médicale. Alors, je voudrais maintenant insister sur la pensée complexe qui est celle de nos patients et la nôtre. Vous voyez, au fond, ces anomalies, quand je vous dis qu'elles sont la conséquence d'une simplification entre avec la pensée complexe des individus, je voudrais vous montrer maintenant combien notre pensée est complexe. Et je fais simplement un test très simple. Si par exemple, je demandais à mon ami Richard Villet, que choisis-tu? Imagine que tu as le choix entre A, je te donne 1000 euros. On se connaît depuis très longtemps. Et B, je vais te tirer à pile ou face. Et pile, tu auras 2500 euros, mais face, rien du tout. Qu'est-ce que tu choisis, A ou B? Oui. Moi, je choisis B parce que je suis joueur. D'accord. Bon, qui choisit A? La majorité des gens choisissent A. Ils ont tort, c'est votre président qui a raison, c'est peut-être pour ça qu'il est président. En fait, si on fait le calcul, 1000 fois 1, ça fait 1000, mais 2500 fois 0,5, ça fait 1250. Donc tu as tout à fait raison de choisir B. C'est plus compliqué que ça. Parce que maintenant, si je te dis A, tu vas perdre ton portefeuille qui contenait 1000 euros. Et B, il y a une chance sur deux pour que tu perdes ton portefeuille qui contenait 2500 euros. Là, tu choisis quoi? Oui, c'est vraiment spécial. Hein, oui. Mais vous voyez bien que vous allez choisir B, parce que vous allez préférer le risque. Vous allez dire quel est le rapport avec ce qui vous préoccupe. Eh bien, alors ça, qui a montré ça? Ce sont deux éminents économistes, c'est Kahneman et Tversky. Et Kahneman, pour cette figure, a reçu le prix Nobel d'économie en 2002. En fait, ce qu'il montre, c'est que si vous trouvez dans la rue un billet de 100 euros, vous êtes très heureux. 1000 euros, vous êtes beaucoup plus heureux, mais 1100 euros, il n'y a pas beaucoup de différence. Par contre, si vous perdez votre portefeuille qui contenait 100 euros, l'intensité de votre chagrin est plus importante que l'intensité de votre joie. Et par cette figure-là, il montre qu'au fond, notre aversion pour les pertes est plus forte que notre attrait pour les bénéfices. Et voyez où je veux en venir. C'est notre primum non nocere, et c'est une cause d'inertie clinique et de non-observance. La crainte des effets secondaires l'emporte. Et vous voyez que c'est pour ça que notre pensée complexe peut nous pousser à la non-observance et l'inertie clinique. Alors vous voyez qu'en conclusion, on peut dire que la médecine, c'est bien un art de la complexité. Et ça doit avoir des conséquences profondes sur l'enseignement et la pratique de ce qu'on pourrait appeler une médecine de la personne, qui est ici, ce concept de personne, défini comme un être doué de pensée complexe.
Je pourrais vous donner quelques clés, et je pense que ça devrait être introduit dans l'enseignement de nos futurs médecins. L'EBM, au fond, c'est merveilleux. C'est avant tout un corpus de connaissances. Et ce que je voudrais vous rappeler, c'est que le tout premier article qui a eu dans son titre les mots Evidence-Based Medicine indiquait que c'est une nouvelle approche pour enseigner la pratique de la médecine. Je ne vais cesser de dire aux externes de vos services, vous devez apprendre les recommandations, vous devez lire les recommandations. Ce sont des données qui sont sûres. Et vous devez au début les utiliser. Vous allez les utiliser et statistiquement, vous ne ferez pas d'erreur. Mais à force de les utiliser, à force comme ce petit garçon de jouer, vous allez devenir au fond un expert. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de recommandations, vous saurez ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est comme ça que se forme l'expertise. On utilise d'abord les recommandations pour commencer à agir. On analyse en permanence, on appelle ça la réflexivité, au fond, les résultats de son action et on devient un expert. Deuxième chose, apprendre aux futurs médecins à reconnaître la personne. Je vous ai montré ces groupes homogènes de patients qui n'ont pas de visage. Une personne, c'est avant tout quelqu'un qui a un visage. Je fais un cours aux étudiants en PACES, vous savez, les tout petits qui viennent passer leur bac, et je leur fais faire un exercice. Tournez-vous vers votre voisin et regardez pendant 15 secondes son visage. Vous apprendrez à reconnaître une personne. Vous savez que le mot personne vient de persona, c'était le masque antique qui personnait, qui amplifiait le son de la voix et qui permettait de reconnaître le personnage quand vous étiez en haut du théâtre. Ensuite, l'apprentissage de la conversation entre deux êtres doués de pensée complexe. Vous m'avez, chers collègues, tout à l'heure parlé de cette relation que vous aviez eue avec une patiente et vous avez rendu compte à la fin que vous n'étiez pas sûr qu'elle ait compris ce que vous avez dit et vous n'étiez pas sûr d'avoir compris ce qu'elle avait dit. Et en fait, c'est parce que c'est très... Regardez cette belle image d'une conversation. Qui est le soignant, qui est le soigné? Vous voyez qu'il y a une grande symétrie. Et il ne peut pas savoir. L'un essaye de persuader l'autre. Vous savez, une conversation, c'est autant écouter parler, répondre que poser des questions, savoir écouter les silences, et surtout, c'est vérifier qu'on s'est compris. Est-ce que j'ai compris votre question? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce que vous pourriez le reformuler avec vos mots? Et en fait, ça, c'est la règle de l'éducation thérapeutique. Et puis ensuite, à la fin, quoi d'autre? Il y a un très bel article qui dit que les deux mots les plus importants pour la relation thérapeutique, c'est what else? Quoi d'autre? Vous savez, à la fin de la consultation, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? Et très souvent, c'est à ce moment-là que la personne dit la chose importante. Et en lui disant what else, vous reconnaissez dans le ou la malade qu'elle est une personne qui a des choses à elle qu'elle peut raconter. Ensuite, l'apprentissage des conditions de la confiance. Une étude a montré que les deux éléments qui expliquent la confiance qu'un patient a dans son médecin, c'est si le médecin encourage les questions et y répond, s'il donne des explications. Moi, j'appelle ça l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est savoir évaluer la personne qu'on a, lui donner des informations, et puis tomber d'accord sur une démarche thérapeutique, et ensuite l'aider à mettre en œuvre son traitement et à organiser son suivi. Tout ceci pour avoir un plan personnel d'action. Et vous voyez qu'on arrive à ce concept vraiment important de décision médicale partagée par l'éducation thérapeutique. On crée la confiance. Avec la confiance, on crée l'acceptation à long terme. J'imagine que quand vous proposez une intervention à quelqu'un, vous êtes dans ce cycle permanent d'explication, d'interrogation et de réponse à des questions. Ne l'oublions pas, et c'est un point majeur, c'est que tout ceci prend du temps et que la prise en compte de la pensée complexe de l'un comme de l'autre, ça prend du temps. Et il y a une question cruciale qui ne pourra pas être négligée, c'est le temps médical, sa valorisation et donc sa rémunération. Voilà, ce que je vous ai dit, c'est pas très nouveau. Sir William Osler avait dit, il disait, c'était médecine de la personne, il disait, ne demandez pas quelle maladie la personne a, mais plutôt quelle personne a la maladie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci mille fois pour cette magnifique conférence et cette magnifique perspective de réflexion. Je voudrais te faire, je pense que tu as lu ce livre,
qui m'avait marqué de Laurent de Gosse qui s'appelait L'éloge de l'erreur. Et ça me laisse penser parce que les chirurgiens ici et beaucoup d'entre eux sont souvent aiment comparer notre métier à l'aéronautique. Et j'ai jamais partagé cette idée-là du fait de la différence entre compliqué et complexe. Parce que les choses compliquées, ce sont des choses qui sont relativement normatives. Un mécanisme d'avion, une pendule, une montre, un truc électronique, c'est compliqué. Un téléphone portable, c'est compliqué. Et ce qui est intéressant dans le phénomène humain, c'est qu'il n'est pas compliqué, mais qu'il est animé, toi tu as dit, de personnalité, mais j'allais dire de phénomènes aléatoires qu'on ne connaît pas au départ, qui sont justement la complexité du cerveau de chacun. Et c'est dans ce sens-là que je crois qu'on ne peut pas comparer, notamment le métier de chirurgien, à un métier de pilote d'avion. Ce n'est pas partagé par tout le monde. La question que je te pose là, justement, est-ce que tu crois que les nouveaux processus d'intelligence artificielle, qui intègrent un raisonnement par l'intelligence eux-mêmes, c'est-à-dire d'algorithmes sur des algorithmes, vont permettre de supprimer un jour cette complexité? Je te remercie beaucoup pour cette question. Alors d'abord, la comparaison aéronautique et nous. Si on se place sur le plan strict de la sécurité, nous avons énormément à apprendre de l'aéronautique. Et je crois que la checklist au bloc opératoire, elle est de la checklist dans les cockpits. Et ça, c'est absolument incontestable. Je ne monterais pas dans un avion si je n'étais pas certain qu'ils n'ont pas cette rigueur-là. Et nous imposer à nous médecins la même rigueur en ce qui concerne la sécurité, je pense que c'est totalement justifié. Cela étant dit, la deuxième partie de ta question, c'était est-ce que l'intelligence artificielle, je vais la poser de manière, si tu veux bien, excusez-moi, plus brutale que toi, est-ce que les prouesses de l'intelligence artificielle nous mettent en danger dans notre existence même? En un mot, est-ce qu'on peut nous remplacer? Est-ce que des robots peuvent faire aussi bien que nous? Des robots peuvent nous aider. Je sais que là, je suis fasciné par la chirurgie, par les robots robotiques. C'est fascinant. Mais il y a des choses qui ne pourront, à mon avis, jamais être remplacées. Et je vais vous donner un point précis. J'ai cité un prix Nobel d'économie, c'est Daniel Kahneman. Sans doute savez-vous qu'en 2017, l'année dernière, le prix Nobel d'économie a été donné à Richard Thaler. Et Richard Thaler, c'est lui qui a montré le rôle des émotions, notamment un économiste, dans les comportements humains. Et il a eu son prix Nobel en novembre. Il y a eu un article dans Le Monde disant, c'est quand même étonnant, qu'on donne le prix Nobel d'économie une semaine après que Google annonce que Apple Go, le jeu de Go, un programme, non seulement gagne, ça, on le savait que le jeu d'échecs, attendez, a appris à jouer au jeu de Go. C'est ça qui est extraordinaire. Un ordinateur qui apprend à jouer à un jeu et qui devient ensuite un maître. Comment peut-il se faire qu'on donne le prix Nobel au moment du triomphe de l'intelligence artificielle à quelqu'un qui vante la beauté des émotions humaines? Eh bien, la réponse a été, il y a eu un éditorial dans le disant, peut-être que justement, ceux qui ont donné ce prix Nobel ont voulu affirmer que le raisonnement humain ne sera jamais dépassé. Et j'espère avoir répondu ainsi à ta question. Alors, cela étant, c'est mon opinion et je la partage. Merci beaucoup. Je regrette qu'on ne puisse pas avoir ici Jacques Marescot contre toi, qui pense de façon absolument certaine, parce que j'ai débattu ce sujet avec lui, que par le nombre, si tu veux, on finira par avoir le nombre. C'est un débat qu'on va pas avoir tout de suite, je ne sais pas, on va pas. Moi je donne plutôt la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question, est-ce que les interlocuteurs du chirurgien n'ont pas changé? Il y a d'abord, comme on a dit à l'instant, le docteur Watson, c'est-à-dire l'ordinateur, l'intelligence artificielle, mais il y a le patient qui a changé. Et on parle avec Garmorin, dans la pensée complexe, de la prise de pouvoir des patients sur leur maladie et sur finalement la connaissance, ce qu'on doit leur faire et ce qu'on leur doit, etc. Et on a vu aussi toutes les difficultés qu'on peut avoir avec les représentations inexactes. Regardez ce qui s'est passé avec le lévothyrox. Est-ce que le médicament a vraiment changé? Et est-ce que les patients ont vraiment subi quelque chose lié à ce changement simplement d'un des composants non significatifs de cette drogue?
Donc comment fait-on aujourd'hui pour modifier finalement l'éducation des chirurgiens et des médecins en général, pour qu'on tienne compte finalement d'un processus qui est complet. Dans la décision, les acteurs ne sont plus totalement au même niveau qu'antérieurement. Bien entendu, notre monde et la relation thérapeutique a changé parce que il y a eu une révolution, et là, on parle de révolution numérique, mais il y a aussi une révolution plus au-delà de la révolution numérique, qui est la technique de la révolution. Il y a une révolution sociétale. La révolution sociétale, on peut la résumer en un mot, c'est réseaux sociaux. Vous avez totalement raison de parler de l'histoire du Levothyrox. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas les patients, c'est même pas tellement l'excipient, on s'en fiche de l'excipient. Ce qui a changé, c'est la caisse de résonance qui existe. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, il y a 7 ou 8 ans, on a annoncé que tel analogue de l'insuline risquait d'augmenter le risque de cancer. Il n'y a pas eu la panique qu'on a eue avec le Levothyrox. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore Facebook. Vous voyez, en fait, c'est la caisse de résonance qui a changé. Alors maintenant, je vais vous dire, bien entendu, nous devons prendre en compte ça et voir de manière extraordinairement positive l'apparition des réseaux sociaux. Vous savez, Michel Serres, dans Petite Poussette, j'espère que vous avez vu ce livre magnifique, il dit, vous vous moquez de nous et de ce mot ami. Est-ce que vous avez réussi à créer un monde où le nombre de mes amis dépasse le nombre des humains? Donc il a raison de s'en féliciter. Cela étant dit, je pense que nous devons intégrer le fait que nous vivons dans un monde qui a changé. Mais il y a une chose qui va rester permanente. Je vais vous dire, ce qui est terrible, c'est l'angoisse de la maladie chronique. Et cela, je ne crois pas qu'elle soit réductible par des systèmes techniques. Et c'est là où, finalement, ce que nous pourrons continuer à apporter, c'est l'empathie, c'est la sympathie, pour pouvoir répondre à ce qui est terrible, c'est l'angoisse de la maladie. Et elle, malheureusement, tant qu'il y aura des maladies et des malades, il y aura de l'angoisse. J'espère avoir répondu à votre question. Lobel. Rennes, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez proposé, à partir du moment où on parle d'un couple soignant-soigné. Mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, ce couple soignant-soigné est perturbé par un certain nombre d'éléments accessoires qui sont les réseaux sociaux, qui sont les voisins. Et je voudrais donner un exemple qui vient de notre académie. Nous avions eu une séance magnifique sur le cancer de l'utérus et on avait démontré, comme ça est en train de se réaliser en Australie, que si tous les jeunes étaient vaccinés pour le HPV, toutes les jeunes filles, le cancer de l'utérus pourrait disparaître. J'interroge ma voisine qui est gynécologue, jeune gynécologue, et qui me dit c'est incroyable. Je prescrivais des vaccins à toutes les jeunes filles que je voyais, et puis je leur demandais ensuite est-ce que vous avez fait le vaccin? Et 3 quarts des jeunes filles répondaient non. 1, parce que ma mère n'a pas voulu, ou 2, parce que j'ai appris qu'il y avait tel et tel danger. De sorte qu'elle dit, maintenant, j'ai fini de proposer la vaccination, puisque de toute façon, elle ne se réalisait pas. Et c'est ce que je voudrais exprimer, c'est les interférences au couple soignant-soigné qui aujourd'hui nous perturbent énormément. Dans la prière du médecin de Maïmonide, il est dit « Écarte de leur lit la famille et les voisins aux 1000 conseils, car c'est une engeance dangereuse. » Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Oui. Philippe Topard, je voulais vous poser une question sur le suivi. Vous savez que alors vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous êtes diabétologue, vous êtes au cœur d'une maladie chronique, et puis vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tout un débat depuis déjà plusieurs mois, si ce n'est quelques années, avec un rapport d'ailleurs conjoint avec l'Académie de médecine sur le suivi en chirurgie de l'obésité, pose un gros problème. Alors, est-ce que vous avez des idées pour nous amener à augmenter, on va dire, la fidélisation de nos patients, parce que c'est effectivement un couple. Alors, il y a des responsables, il y a des chirurgiens qui ne sont pas pressés, ou des médecins ne sont pas pressés de continuer à suivre les patients, mais il y a aussi les patients qui échappent. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, finalement, pour améliorer les choses?
la non-venue à une consultation, ça fait partie du phénomène de non-observance. Et il y a d'innombrables facteurs qui interviennent. Parmi ces facteurs, il y a la facilité d'accès à ce qu'on propose. Je pense que une des questions, c'est simplement notre capacité de répondre à cette demande. Et on revient sur une de mes dernières diapositives, c'est le problème du temps médical. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est peut-être déléguer certaines tâches pour que certains éléments de surveillance puissent être faits plus simplement. Sans doute la télémédecine, avec la possibilité d'éviter à des personnes de se déplacer, peut avoir son intérêt. Et je pense que la délégation de tâches est très importante. Et puis, comme toujours dans tous les aspects de la non-observance, le facteur dont on a démontré qu'il est le plus efficace pour améliorer l'observance, c'est la confiance en l'équipe médicale. Voilà. Alors maintenant, je vous dis, il n'y a pas de baguette magique, parce que ce que je sais très bien, c'est quand on regarde, vous avez vu, je vous ai cité cette phrase de l'OMS de 2003, peut améliorer l'efficacité des interventions, etc., etc. Quand on regarde en 2018 ce qu'il en est, malheureusement, les résultats sont décevants. J'espère avoir répondu à votre question. Dernière question. Jacques Attendon. Oui, vous avez évoqué le problème de la checklist au bloc opératoire en comparaison avec l'aéronautique. Ça fait 10 ans qu'en France, il y a une organisation de la gestion des risques de façon structurante en chirurgie. Ce qu'on peut constater au bout de 10 ans, c'est que nos comportements dans les blocs opératoires ont changé. Mais surtout, il y a une chose qui est importante, c'est la première année que l'on voit le nombre de déclarations des patients diminuer. Donc je pense que notre relation médecin-malade aussi a beaucoup diminué. Il est évident que chaque médecin a ses problématiques, mais certains déclenchent des plaintes, d'autres pas du tout. Donc que pensez-vous du fait que ce nombre de plaintes puisse être un marqueur de la relation médecin-malade? Le nombre de plaintes de la part des patients. Je pense que ça fait partie du fait que c'est aussi ce qui a changé dans la relation. J'y ai droit. Bon, mais je vais vous dire, c'est bien. On ne peut pas... bien sûr, j'imagine que quand ça vous arrive, c'est extrêmement désagréable. Je crois que ce qui a changé aussi, c'est une meilleure prise en compte du fait que quand il y a une erreur, ce n'est pas une faute. Voilà. Et alors, par exemple, comme vous le savez, à l'assistance publique, il est recommandé que quand il y a une erreur, les patients soient systématiquement informés, même quand ils ne sont pas au courant qu'il est là. Ce qui n'est pas une chose facile à faire. Et je pense qu'en ayant une démarche comme ça, c'est-à-dire de comprendre profondément que nous faisons tous des erreurs, errare humanum est, c'était le titre du premier livre publié aux États-Unis sur les erreurs médicales. Mais perseverare diabolicum, vous voyez que j'ai aussi d'autres références, eh bien, on persévère si on n'analyse pas les erreurs. Et je pense qu'en ayant une attitude comme ça, en allant devant du patient en disant voilà, on n'est pas très heureux, voilà ce qui s'est passé, je pense qu'on va voir diminuer le nombre de cas. Voilà, mais cela étant, peut-être que c'est un peu plus. Bien, j'espère à nouveau avoir répondu. On va être obligé de clore et remercier vraiment.